Nous allons commencer par la page d'accueil. Ici, nous allons trouver les fichiers récents. La première partie est dédiée aux fichiers de projet, celle de dessous aux fichiers de famille. Ici, nous avons la possibilité d'ouvrir un fichier de projet existant ou d'en créer un nouveau. Même chose plus bas, sauf que ça concerne les fichiers de famille. Le terme famille peut vous être étranger, nous allons en parler plus tard. Mais grosso modo, ce sont des objets qu'on insère dans le projet et qui peuvent constituer une bibliothèque, tels que les feuilles, les portes, le mobilier, etc. Je vous invite à ouvrir votre premier fichier « Exemple de projet ». Pour ouvrir notre fichier, on pourrait cliquer sur « Ouvrir » et aller le chercher, ou sinon grâce à un glisser-déposer. Cela implique que le dossier le contenant soit ouvert. Dans notre cas, ce serait le dossier « Support de formation », fichier « Exemple de projet ». On clique, on maintient le clic, on glisse vers la fenêtre de Revit et on dépose. Cette fenêtre de mise à niveau apparaît lorsque le fichier qu'on tente d'ouvrir a été réalisé sur une version de Revit antérieure à la vôtre. Ouvrir un fichier qui a été réalisé sur une version plus récente que la vôtre n'est pas possible. On ne peut pas sauvegarder le fichier sous une version moins récente comme c'est le cas avec AutoCAD. Les utilisateurs d'AutoCAD ne seront pas dépaysés. En effet, on note une certaine similitude par rapport au ruban avec ses multiples onglets, sa barre d'outils d'accès rapide qui est personnalisable au passage, ses outils de visualisation, notamment le cube, sa fenêtre des propriétés, son menu principal, etc. Donc l'interface se présente comme suit. Nous avons le menu principal avec ses options classiques. Nouveau pour nouveau fichier, ouvrir pour fichier existant, enregistrer, etc. Dans enregistrer sous, nous avons projet, gabarit et bibliothèque. Dans exporter, nous avons les formats DWG et DXF, le format IFC, images et animation. C'est à partir de là que nous allons exporter les visites virtuelles, les études d'ensoleillement et les images. À partir des rapports, nous pouvons exporter les nomenclatures. Puis, nous avons les options. Ce qui est à retenir ici, c'est par exemple l'interface utilisateur. Ici, vous pouvez désactiver les onglets dont vous n'avez pas besoin. Les raccourcis sont vraiment à favoriser pour une optimisation du travail. Ici, vous avez accès à tous les raccourcis déjà attribués. Vous pouvez les modifier, attribuer des nouveaux ou les supprimer. Vous pouvez également les importer et les exporter. Puis, dans la partie graphique, vous pouvez personnaliser les couleurs de sélection, présélection, etc. Vous pouvez modifier la taille des cotations temporaires et la couleur de l'arrière-plan. Moi, je vous invite à différencier la couleur de la sélection et de la présélection. J'ai opté pour le rouge. Ensuite, nous avons emplacement de fichiers. Dans le cas où vous souhaitez ajouter, modifier le chemin d'accès des gabarits de projet, gabarits de création de famille ou de la bibliothèque. Ici, vous avez la barre d'outils d'accès rapide qui comporte par défaut ouvrir, enregistrer, synchroniser dans le cas où on travaille sur un modèle collaboratif, annuler, rétablir, imprimer, mesurer, cotation, étiquette. On en parlera par la suite. Texte, vue 3D, coupe. Ligne fine pour activer et désactiver l'épaisseur des lignes. Fermer les vues inactives, ça laisse uniquement la vue en cours. Puis basculer entre les fenêtres. C'est pertinent lorsqu'un grand nombre de vues sont ouvertes et qu'elles ne s'affichent pas toutes dans les onglets. Ici, nous avons les rubans avec ces différents onglets. Chaque onglet comporte un certain nombre de groupes de fonctions qui réunissent à leur tour un certain nombre de fonctions. Prenons l'exemple de mur. Donc, il est situé dans l'onglet Architecture, groupe de fonctions Création, fonction Mur. Si je clique sur la fonction Mur, une palette d'outils s'ajoute à l'onglet Modifier. C'est l'onglet contextuel qui apparaît pour beaucoup de fonctions. Ici, nous avons la barre des options. Aussi relative aux fonctions, elle affiche des options propres à elle. Plus bas, nous avons la barre d'état. Très connue des utilisateurs d'AutoCAD, elle donne des instructions par rapport à la fonction en cours. Ensuite, nous avons la palette des propriétés. Lorsque rien n'est sélectionné, elle affiche les paramètres de la vue en cours. Et lorsqu'on sélectionne un élément de la zone de dessin, par exemple le poteau, elle affiche les paramètres d'occurrence de ce dernier. L'arborescence de projet nous permet de naviguer à travers les documents générés. Nous avons les vues, les légendes, les nomenclatures, les feuilles, etc. Plus on avance dans le projet et plus cette liste sera enrichie par de nouveaux éléments. Pour développer ces listes, il suffit de cliquer sur ce petit plus. Il se peut que par défaut, vous ayez l'arborescence du projet et la palette de propriétés sur le même côté. Vous pouvez en déplacer une en maintenant le clic et en déplaçant le curseur vers l'autre côté. Dans le cas où elle ne s'affiche plus, il vous suffit de faire un clic droit dans la zone de dessin et de les réactiver.
En haut, vous avez l'Info Center. Ici, vous accédez à l'aide en ligne et à Autodesk App Store, un site qui réunit un grand nombre de plugins qui peuvent être intéressants. Là, vous l'aurez compris, c'est la zone de dessin. Vous pouvez afficher les vues en anglais, comme c'est le cas ici, sinon en mosaïque depuis l'onglet Vue ou en utilisant le raccourci WT. Dans certains cas, ça peut être intéressant d'afficher plusieurs vues simultanément. Si vous avez remarqué, lorsqu'on place le curseur sur une fonction, une infobulle apparaît. Elle nous donne le nom de la fonction en gras, son raccourci entre parenthèses et une brève explication, parfois avec une vidéo ou une image. Ici, nous avons les outils de visualisation. Zoom to pour afficher l'étendue du projet, Zoom région pour zoomer sur une partie définie par un rectangle et Zoom arrière. Dans la 3D, nous avons également le cube qui nous permet de choisir une projection pour notre projet. Et en cliquant sur les faces, nous avons les vues avant, droite, arrière, gauche, bas, haut, que nous pouvons faire pivoter avec ces flèches. En cliquant sur les sommets, nous avons des axonométries. En cliquant sur les arêtes, nous avons la projection de 2 faces. On peut faire la même chose, mais en coupant la 3D. Pour cela, on fait un clic droit sur le cube, sélectionner une vue d'orientation, plan d'étage ou coupe. Cette vue, si on souhaite la sauvegarder, en vue de l'utiliser dans une présentation ou autre, on doit pouvoir la retrouver dans l'arborescence du projet. Pour cela, on vient à la barre de contrôle de vue, qui se trouve en bas à gauche, on clique sur la petite maisonnette, enregistrer l'orientation et verrouiller la vue, on lui attribue un nom et on valide. Maintenant, on peut la retrouver parmi les vues 3D. Autre fonction de la barre, l'échelle, qu'on retrouve également dans les paramètres de la vue. Ici, on ne voit peut-être pas la différence, mais sur la feuille, c'est plus appréciable. L'échelle n'implique en rien le niveau de détail qui a une fonction propre à lui juste à côté. Elle est un simple facteur qui déterminera l'emprise des vues sur les feuilles. Elle ne prend pas en charge la taille des éléments d'annotation tels que les textes, codes, etc. Ils sont paramétrés indépendamment de l'échelle et donc gardent la même taille sur papier lorsqu'on passe du centième au cinquantième. Pour les niveaux de détail, nous avons 3 graduations, faible, moyen et élevé. Ensuite, nous avons le style visuel avec 5 modes. Le mode filaire où les surfaces deviennent transparentes. Ligne cachée, généralement en noir sur blanc, mais on peut y intégrer de la couleur, et avec surface opaque. Ombré, les matériaux prennent une couleur qui est définie au niveau du navigateur de matériaux, avec une légère différenciation pour les faces ombrées, d'où son nom. Contrairement au style couleur uniforme, comme son nom l'indique, où les couleurs sont uniformes. Le mode réaliste affiche les textures des matériaux, des images réelles. Exemple, ici nous avons le béton et du gazon. Là, nous avons les paramètres du soleil, on en parlera par la suite. Ici, on active et désactive les ombres projetées. À partir de cette icône, on affiche et on masque le cadre de la vue. Par défaut, toutes les vues sont cadrées. Cela permet de déterminer ce qu'on souhaite imprimer ou afficher que ce qui nous intéresse. Ce cadre est bien sûr personnalisable. Pour afficher et désafficher ce qui est en dehors de cadre, il suffit de cliquer ici. Ensuite, nous avons les lunettes. Elles permettent d'isoler ou de masquer temporairement un élément ou une catégorie. Prenons l'exemple des murs. Je souhaite masquer temporairement tous les murs du projet. Pour cela, je sélectionne un mur, je vais vers les lunettes et je sélectionne masquer la catégorie. Pour les restituer, toujours depuis les lunettes, je clique sur restaurer masquage isolement temporaire. Maintenant, supposons que je veuille isoler cette baignoire. Je la sélectionne, je vais vers les lunettes et je clique sur isoler élément.
Ce que nous venons de voir est temporaire, c'est-à-dire que si je ferme le fichier, les éléments masqués ou isolés seront restitués à la réouverture du fichier. Supposons que je souhaite masquer de façon permanente les arbres de la vue 3D. J'en sélectionne un, je fais un clic droit, masquer dans la vue, catégorie. Dans le cas où je souhaite les restituer, je dois afficher les éléments masqués en cliquant sur la lampe qui se trouve à côté des lunettes. Ce qui est masqué de la vue apparaît en rose. Je clique dessus, puis sur afficher la catégorie et je ferme le mode. Voilà grosso modo pour la barre de contrôle d'affichage. Ici, nous avons un accès rapide au sous-projet dans le cas où on travaille dans un modèle collaboratif. Ici, un accès rapide aux variantes qu'on verra dans l'exercice 9. Et là, ce sont les options de sélection qu'on verra dans la prochaine vidéo.